l'équipe du lundi, votre magazine sport sur les 101.5 FM de Radio G, tous les lundis soirs, à 19h à 20h. Allez, on commence l'équipe du lundi avec le football, le ballon rond, Angesco et le SCO. Fred l'a emporté 2-0 face à Châteauroux. Et c'est une bonne nouvelle parce que toutes les équipes mal classées, on pense surtout au Mans, l'ont emporté. Ah, d'un point de vue comptable, ça fait du bien, une grosse bouffée d'oxygène pour le SCO. Pourtant Châteauroux, on se disait que ça allait pas être facile. Châteauroux jouait plus ou moins encore la montée en Ligue 1. Ils étaient qu'à 4 points je crois en cas de victoire. Donc c'était encore jouable pour eux et le SCO a réalisé un match complet, n'est-ce pas Romain? Oui, un score final de 2-0 pour le SCO d'Angers. Ça a été compliqué au départ, les 25 premières minutes ont été catastrophiques, aussi bien côté Castelroussin que côté Angevin. Et puis à la 28e minute, de nouveau, un coup de patte de Diego Gomez et une tête magnifique de Fall qui ouvre le score à la 28e minute. Fall qui était titulaire dans l'axe de la défense, puisqu'on a appris peu de temps avant le match que Zoro s'était blessé. Et le deuxième but angevin arrive à la 82e minute grâce à De Freitas. Le SCO qui après la 28e minute. Grâce au remplaçant. Souma qui délivre une super passe décisive et De Freitas qui vient la catapulter dans le but vide. Ça aussi c'est du bon coaching Moulin, il faut le souligner. C'est du bon coaching et surtout après la 28e minute de jeu, le SCO a largement dominé la rencontre, a dominé de la tête et des épaules. On n'a vu qu'une équipe sur la pelouse, messieurs, je crois que le SCO d'Angers a fait le match parfait contre Châteauroux, le match qu'il fallait faire. Le match qu'il fallait faire, oui, en tout cas ils étaient dans l'obligation de faire un résultat, surtout quand on voit les résultats de cette journée de Ligue 2 où ça se joue dans un mouchoir de poche, 36 points pour le premier relégable, le SCO d'Angers qui comptabilise 37 points. Et cette autant dire équipe qu'il en fallait gagner. Moi il y a une image qui m'a marqué durant ce match face à Châteauroux, c'est cette image où on voit tous les joueurs entourés, bras dessus, bras dessous, juste avant de reprendre cette seconde période. Comme quoi, il y a peut-être quelque chose qui est bien reparti là du côté du SCO d'Angers. Il y a quelque chose et il y a surtout le fait quand même qu'on ne jouait pas libéré. Pendant 25 minutes, on a été contractés et il y avait quelque chose dans cette équipe du SCO qui les empêchait justement de jouer. Et à partir de la 25e minute, les joueurs se sont décontractés, on joue au ballon et du coup on a vu une différence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'équipe du SCO était peut-être un petit peu stressée ces derniers temps. Et on disait que voilà, tout se passait bien et tout dans le groupe, qu'ils ne pensaient pas du tout qu'ils allaient descendre. Visiblement, ils y pensaient. Nico. Bah c'est sûr, je pense qu'après la série qu'ils ont fait quand même pendant les 3 premiers mois 2012, qui a été quand même franchement catastrophique, forcément je pense que l'équipe a douté. Après ça coïncide aussi je pense ce renouveau avec le retour des blessures. Il y a certains joueurs quand même qui n'étaient pas là et ils commencent à revenir. Il y a Souma qui a fait 2 bons matchs de suite, ça lui était pas arrivé quand même depuis longtemps, enfin 2 bons matchs de suite à domicile. C'est la 2e victoire de suite, à domicile aussi, donc bon je pense que la dynamique est à peu près repartie. Et puis, il ne faut pas dire que Souma est l'artisan de cette belle victoire. Non, mais avant il était totalement passif, il a joué qu'une demi-heure. Voilà, mais bon, il était totalement à côté, il avait fait un excellent match contre Tours, là, il fait une passe décisive aussi, ça change quand même du début 2012 où on marquait pas un but. Et pourtant il y a des choix qui ont un petit peu surpris. On aime beaucoup Charles Diers, mais on sait qu'il est dans le creux de la vague. Il était annoncé titulaire. Il y a également un Vincent Manceau qui a fait un très très gros match sur son côté droit, son côté droit de la défense, il a joué arrière droit. C'était des choix un petit peu osés de la part de Stéphane Moulin et là le coaching a été payant et c'est une victoire 2-0 à Châteauroux qui va faire du bien pas longtemps parce qu'après il y a un déplacement à Clermont tandis que le Mans lui recevra Amiens. Ouais, c'était un petit peu le pari là, de Moulin là, ce week-end, mais en même temps quand la dynamique est rompue, quand ça ne va pas, quand il y a crise sportive de résultats, c'est évident qu'on est obligé de faire des petits changements. Là, en l'occurrence, c'était des changements tactiques. Mais apparemment, ça paye parce que même si Souma était titulaire, la preuve, il a fait un bon match. Donc ça veut dire il était remplaçant. Il était remplaçant. Il a fait un bon match quand même, mais une belle rentrée. Voilà. Est-ce que c'est vraiment des paris de la part de Moulin? Est-ce qu'il n'avait pas le choix? Charles Diers, c'est un pari parce que franchement, c'est pas quelqu'un qui mais tu mets qui à la place? T'as Souma, t'as Delporte. Souma, excuse-moi, Souma, les derniers matchs qu'il a fait, peut-être qu'à Tours il a fait un bon match, mais jusqu'à présent, depuis qu'il est arrivé, à part prendre des rouges, mettre des semelles sur les joueurs adverses, je l'ai jamais vu faire un grand match. Donc, quitte à mettre un joueur. Et Charles Diers cette saison? Mais Charles Diers, d'accord. Charles Diers, quand il est là, voilà. Voilà, il a toujours fait le métier, Charles Diers, quand il a joué. Voilà. Après, Delporte, je sais pas pourquoi on l'a recruté, puisqu'on ne l'essaye jamais. Là, par contre, on aurait pu le laisser. Parce que lui, depuis qu'il est arrivé, à chaque fois qu'il est rentré,
il a délivré des bonnes prestations. Oui, c'est rentré et on lui donne pas sa chance. Et Donc je me demande vraiment là pourquoi on l'a recruté. Et ses rentrées sont satisfaisantes. Oui, bah. On le voit à 20-25 minutes. Pour moi, qui ne sert un petit peu à rien parce que Le Mans qui était mené 1-0, oui. Ça va. Heureusement qu'on va gagner. Oui, mais si tu veux, t'aurais pensé que Le Mans aurait remporté 3-1 à Lens? Non. On parle d'un maintien cette année peut-être en Ligue 2 à 45 points. Ouais, 44-45, c'est ce que je voulais qu'on souligne justement. C'est presque une habitude maintenant en Ligue 2 de se maintenir à 44-45 points. Maintenant, cette victoire, elle compte pas pour du beurre parce qu'il fallait gagner. Mais c'est vrai que tout est à refaire, Romain, et il faudra regagner la prochaine journée. Et les chiffres du mois de mars se confirment, les chiffres que j'avais donnés la semaine dernière, puisque Le Havre a encore perdu, Lens a encore perdu, et comme quoi il y a des équipes qui vont mal. Certes, le SCO ne brille pas par ses qualités, mais d'autres équipes vont encore plus mal que les Angevins. Il fait pas bon se refaire un stade en ce moment. Non, effectivement, puisque Le Havre va bientôt avoir un nouveau stade, et malheureusement pour eux, ça sera peut-être en national qu'ils l'auront. On parle également des poursuivants, Jesco, Romain, Boulogne et Amiens. Qu'ont-ils fait ce week-end? Boulogne a fait match nul contre Istres, 1-1. Bastia a battu Guingamp, 3-1. Guingamp qui ne va pas bien non plus. Amiens-Metz 1-1. Arles-Avignon-Tours 2-2. La victoire de 3 contre Le Havre 1-0 et 3 qui prend la 3e place du classement. Lens s'est incliné contre Le Mans 3-1. Lens qui menait 1-0 à la 53e minute, mais Wally, notamment côté Manceau, a marqué, et des buts de Boilion et de Belfort. Monaco, et ça c'est incroyable, Monaco a encore gagné comme d'habitude, décidément. C'était face à Nantes, c'est nettement moins incroyable du coup. C'est Monaco ne méritait pas sa victoire. Et il y a des très belles primes de match. Ouais, quand t'as une prime à 4 000 € le match, je pense que tu peux t'arracher les doigts du cul et gagner le match. Info Yann Gézé. Monaco ne mérite aucune victoire quasiment ces dernières semaines, mais ça gagne. Non mais faut être honnête, il y a un match sur le match contre Nantes, il y a n'importe quoi. Même regarde les matchs de Monaco aujourd'hui, c'est plutôt la même équipe. Oui, il y a de la qualité. Le jeune Marocain là. Il y a de super joueurs à Monaco et l'équipe a totalement changé, mais je sais bien que toi tu voulais que Monaco descende en national, ça avait passé. Il aime pas l'argent, il aime pas l'argent. Ouais, non, mais Monaco a battu Nantes 2-1, voilà, c'est le dernier match. Et le classement, le classement va commencer par la 20e place, et les carottes sont cuites pour Amiens. Donc évidemment, Amiens 20e et dernier avec 25 points, Boulogne est 19e avec 31 points, 18e Le Mans 36 points, ça ce sont pour les relégables. Boulogne ça va être aussi très très compliqué. Oui, et 17e Le Havre 36 points, donc ex-aequo avec Le Mans. Et là c'est serré. 15e Angers-Metz 37 points, donc à 1 point du premier relégable. Et 13e Arles-Avignon et Lens 38 points, Guingamp également 38 points. Donc voilà, 7 équipes en 2 points. Alors, est-ce que le SCO t'a rassuré vendredi soir face à Châteauroux, un soi-disant prétendant à la montée? Moi j'ai rien vu du côté de Châteauroux, j'étais bien déçu parce qu'il y a quand même des sacrés joueurs comme Claudio Beauvu ou encore... Très bien pris par Karim Djelabi. Ou encore Johan Leclerc. Oui, mais Karim Djelabi était parfait, couloir gauche face à Beauvu. Et oui, le SCO m'a rassuré dans le fait qu'on a quand même, on s'est libéré contre Châteauroux. Après, le problème évidemment, c'est que ça va jouer, on sait bien, sur les confrontations directes. Je pense notamment au match contre Le Mans. Ça ne jouera certainement pas ce week-end contre Clermont. Donc voilà, le SCO m'a rassuré, mais maintenant j'attends de voir les prochains. Ceci dit, Clermont va mal. Clermont n'est plus. Enfin, il reste un match ce soir évidemment à Reims, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est le choc au sommet. Si Clermont perd ce soir à Reims, ils ne seront plus sur le podium. Ils ne le sont plus déjà avant ce match en retard. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose à Gabriel Monpied. Nico, on a pas entendu sur le sujet, qui était très inquiet avant la réception de Châteauroux pour le SCO. Très inquiet, moi je pense pas rassuré. Je voyais plus un match nul, heureusement les SCOistes m'ont montré que j'avais tort, mais c'est vrai que le déplacement à Clermont, moi aussi je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Clermont sur les 9 derniers matchs, donc avant le match contre Reims, ils ont gagné seulement une fois, et c'est vrai que c'était une équipe qui avait une grosse dynamique au début de l'hiver et qui là quand même plonge totalement, donc je pense que il y a peut-être effectivement quelque chose à faire à l'extérieur, même si le SCO a plus gagné depuis un match à l'extérieur à Châteauroux justement le 25 novembre. Donc bon, réussir à gagner à l'extérieur, pas évident pour le SCO. Alors le SCO Ludovic quand même a pas été trop embêté sur les phases offensives des Castelroussins. Heureusement parce que Marc Zorro a brillé par son absence. Ouais, ça fait une nouvelle fois une blessure pour Zorro qui quand même est beaucoup absent depuis le début de la saison et son recrutement. Donc c'est un petit peu difficile. C'est un joueur qui a pas joué pendant 6 mois aussi, donc c'est un peu compliqué, c'est vrai, à son âge. Ouais. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il a été bien remplacé par Martin Fall et Malik Couturier.
Martin Fall qui s'affirme de plus en plus comme l'un des leaders du groupe Angevin. Justement, les leaders angevins, on va en parler. Moi, j'en ai quand même ressorti 3 cette année. Je pense à Gaëtan Charbonnier, Diego Gomez et Martin Fall. Et ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur vraiment les leaders auxquels Stéphane Moulin peut s'appuyer? Moi, je suis d'accord. Moi je suis d'accord aussi, je rajouterais peut-être Olivier Aurillac, parce qu'il me semble que c'est lui qui s'est Il est un peu exprimé. en dedans quand même. Oui, Il est un peu en dedans, il le reconnaît lui-même. Hein. Je repense à l'image qu'a cité Yann tout à l'heure, où les joueurs se sont regroupés sur le terrain à la mi-temps du match contre Châteauroux, se sont regroupés et il y en a qui ont parlé. Je crois, j'ai en tout cas l'impression des tribunes que Olivier Aurillac a fait partie de ces joueurs qui se sont exprimés dans le groupe, et ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est également un cadre. Mais Martin Fall est énorme. Martin Fall, J'en doutais encore que Aurillac était un cadre. Après, vous appelez quoi des leaders? Parce que moi, Charbonnier, je le vois très mal. C'est quand même un joueur qui est introverti. Gomez, c'est pareil. Je les vois très mal, ces deux joueurs-là, être des leaders dans le vestiaire. Non, mais ils sont. On parle de leader technique. D'accord. Des joueurs sur lesquels il peut s'appuyer. D'accord. Ok. Là, il n'y a pas de problème. Après, des leaders de vestiaire, ça m'étonnerait que Charbonnier puis Gomez en soient. Après, je peux me tromper, mais moi, je vois que Romain parlait d'Aurillac. Oui, Aurillac et Fall, je pense que c'est des joueurs qui doivent en imposer dans le vestiaire, et je pense que leur parole doit être écoutée par tout le vestiaire entier. En parlant de leader de vestiaire, moi je rajouterais aussi, je pense, Greg Maliki, bien sûr, le capitaine. C'est dur quand t'es. Je pense, c'est d'un point de vue personnel, mais quand tu te craques en quasiment les 3 quarts de la saison, c'est dur. Non mais c'est dur. Mais non, mais il se rattrape bien en ce moment. Non mais c'est dur d'avoir une parole et de dire un tel ou un tel fait un mauvais match quand toi t'es pas irréprochable. Je pense qu'un leader dans un vestiaire doit être irréprochable sur le terrain avant de pouvoir parler. On peut pas dire que Grégory Maliki est un leader technique cette année, mais est un leader par son aura. Si c'est un leader par son aura, je demande pas à mon entraîneur de me sortir quand ça va pas. Là tu peux pas être crédible si tu demandes à sortir. Mais non. Un vrai leader justement, c'est quelqu'un qui arrive à prendre du recul aussi sur ses performances et qui, même quand ça va pas, même quand c'est compliqué, justement a cette intelligence de dire au coach, ça va pas coach, sortez-moi. Peut-être qu'un mec qui parle pas beaucoup, qui gueule pas, peut-être qu'il serait resté sur le terrain. Donc c'est justement là qu'on peut parler d'intelligence, le capitaine, de leadership. Répondez-moi à ma question, est-ce que le SCO a assez de leaders techniques dans l'équipe pour se sauver, parce qu'on se rend compte, Nico, quand on regarde le classement, bien malin, qui seront les 3 équipes qui descendront à l'étage inférieur. Est-ce que le SCO va avoir assez et a assez aujourd'hui de leaders techniques? On peut supposer quand même qu'il reste qu'une place, puisque je pense vraiment qu'Amiens et Bologne ils sont condamnés, donc derrière il n'y a plus qu'une place dans la charrette. Je pense que le groupe du SCO a quand même de la qualité. Je pense que Charbonnier il est muet depuis pas mal de temps, mais techniquement quand même il est pas mauvais. Au milieu de terrain, mais c'est pas ma question la qualité, je parle de leader technique. Oui, mais voilà, mais je pense que techniquement, techniquement il y a quand même des joueurs. Kéchérou, on sait jamais, on pourrait peut-être réussir à le retrouver d'ici la fin de saison. Et techniquement, on sait jamais, voilà quoi. Il a de la technique en soi, il peut rester justement sur un coup de pied arrêté, débloquer une situation, donc je pense qu'il y a de la qualité. Après, faut que tout marche, et c'est un peu le problème du SCO à l'heure actuelle, les joueurs sont pas à leur niveau ou à leur niveau supposé. En leader technique, moi je rajouterais quand même Ryan Frikesh qui fait quand même de gros matchs en ce moment. Et qui mine de rien a mis des buts décisifs, il a marqué sur 2 des 3 derniers matchs, et justement, 2 des 3 dernières victoires. Mais il a 20 ans, et c'est vrai qu'il y a eu des bruits de couloir, comme quoi ça dérangerait certains cadres, soi-disant cadres du milieu de terrain, qui sont sur le banc. Donc les noms. On ne donne pas des noms, vous saurez. Non, mais on imagine, il n'y a qu'un joueur expérimenté. Un joueur comme David de Freitas, on le voit beaucoup moins. Et c'est vrai que aujourd'hui Stéphane Moulin peut apporter de Freitas, c'est d'avoir marqué justement pour faire taire tout ça. Mais aujourd'hui Stéphane Moulin donne la chance aux jeunes, et pour certains joueurs peut-être un peu trop. Non mais pourquoi il la donne? Parce que simplement Ryan Frikesh prend sa chance. C'est-à-dire que, je suis désolé, mais David de Freitas, il est passé inaperçu au SCO d'Angers depuis qu'il est arrivé. Citez-moi 2 bons matchs d'affilée de David de Freitas. Comme avant quand il était à Nantes. Comme avant, absolument, je suis d'accord avec David de Yann. Défends ton David de Freitas, défends-le. Je pense que David de Freitas, c'est quelqu'un qui a du mal effectivement à être régulier. Maintenant, il a énormément apporté au Football Club de Nantes, il n'est pas arrivé au SCO pour rien. C'était un très bon recrutement. On parle du SCO, Yann. Mais là, tu ne parles pas du SCO d'Angers, tu parles du FC Nantes. Non, vous parlez d'un, vous dites qu'il a été inexistant à Nantes et inexistant au SCO. Moi, je dis qu'il est existant à Nantes et existant au SCO, il a fait de... Tu me regardes rigolant. Mais c'est vrai, il a fait de bonnes performances au SCO d'Angers. Maintenant, de là à te les citer, ça fait plus de 2 ans qu'il est là.
Je sèche Ah, là-dessus. je pense que, Yann, juste pour répondre, tu parles de Nantes, s'il était aussi bon que tu peux le dire, je pense que Nantes l'aurait pas laissé partir. Bon, parce Et que- s'il était aussi bon que ça, c'est pas sûr, je pense avec pas qu'il serait venu au SCO personnellement, parce que le SCO n'est pas non plus un club qui puisse faire rêver depuis quelques années. Après, il était meilleur voilà. à Nantes quand même qu'à Angers. Oui, voilà, oui, il était au mieux meilleur à Nantes qu'il peut l'être au SCO. On va. S'il était aussi C'est la bon, même si. trempe que Kéchirou, c'est des mecs qui arrivent pas à s'imposer. Eh ben, c'est Non, ce que je dis, Kéchirou, c'est des, pareil, Kéchirou, c'est des mecs qui sont pas capables. au SCO, mais le problème c'est qu'il s'impose pour 6 mois. Et voilà, On va- comme partout, on- Yann. on le dit, Voilà, il fait on le des dit chaque lundi. On le dit chaque lundi, messieurs. On va écouter donc Saïd Chaban. Qu'est-ce qu'il en pense de cette situation actuelle du SCO qu'on raconte tous les lundis? Le SCO va-t-il descendre? Le SCO va-t-il se maintenir? C'est vrai que toutes les semaines, nos avis changent un petit peu parce que c'est vrai que ça va jouer vraiment dans un mouchoir de poche. Voilà, c'était Saïd Chaban sur sport49.fr que j'avais rencontré vendredi soir. Un discours résolument optimiste. Yann, je t'ai vu pendant l'interview faire les gros yeux. Ouais, les gros yeux. Je crois que c'est quand il évoque Nantes et Ouais, non, sa mais il y a pas que possibilité ça. Je pense de que non-matière. non, non, c'est un détail. Je pense que C'est un gros détail, quand Monsieur Chaban a perdu de tout son. Je sais pas, de toute sa joie, de toute son envie qu'il avait lorsqu'il est arrivé à la tête du SCO. Il était inexistant quelque part. Je crois qu'on préfère même que quand il est inexistant, parce que pour sortir des âneries choses aussi énormes que ça, de dire que Nantes est dans le même panier qu'Angesco, que Nantes lutte encore pour le maintien, il faut arrêter. Nantes jouait il y a encore 2 matchs la montée, donc il faut arrêter de faire des amalgames comme ça. Bon, c'est un discours résolument positif que tu as entendu, Nico, parce que je lui ai posé la question. Il y a quand même 2 situations favorables courant avril pour faire un recrutement, soit une situation où on descend, soit c'est une situation où on se maintient. Et pour lui, Monsieur Chaban, il n'y a pas de problème, réponse du 18 mai, mais on va se maintenir. Oui, enfin, c'est un discours résolument optimiste. Je trouve que ça ressemble quasiment à de la méthode Coué. Hein. Il est là, genre, non, c'est pas grave, on verra le 18 mai, les gars, je vous dis tout. Au 18 mai, je vous dirai qui est-ce qui descend, ce sera pas nous. Enfin, c'est assez étonnant parce que je pense que la situation du SCO est pas évidente. Même si je pense qu'ils vont se maintenir, dans tous les cas, c'est pas une situation qui est bonne pour repartir l'année prochaine sur des bassines. Enfin, je pense qu'il faut voir quand même au-delà de ça, et je pense de la part d'un président, on attend justement un discours qui est quand même sur la durée. Or là, il se projette que sur le 18 mai où il dit vous inquiétez pas, tout ira bien. Et après, enfin, je pense que là, la situation du SCO est justement un peu inquiétante pour la fin de saison et peut-être même pour l'année prochaine. Non, moi il m'a inquiété les gars, faut arrêter, faut pas parler de Nantes pour le maintien, il y a un moment donné, on a l'impression qu'il suit pas le football, enfin c'est le sentiment qu'il donne, c'est-à-dire que on voit pas le président auxerrois sortir, bah vous savez l'OM peut jouer le maintien, attention, l'OM n'est pas maintenu. Le président Xarrois peut-être, attention. Non, mais- moi, il y a un faut truc qui me arrêter, choque, c'est- pour revenir sur ce que dit, sur les propos de Nicolas, moi, il y a un truc qui me choque chez les dirigeants angevins depuis maintenant quelques temps, Nicolas qui est. et Olivier Aurillac l'avait dit à juste titre, c'est qu'on a l'impression que les journalistes sont les méchants dans cette histoire, que à dire la vérité, bah, finalement, on nous tape dessus parce qu'on dit la vérité. Stéphane Moulin veut pas de ronde négative. Ça veut dire quoi? Bah, les ondes négatives, il faut qu'il éteigne sa radio et qu'il arrête de lire les papiers. La vérité, elle est là. Aujourd'hui, Angesco est en difficulté. On a 37 points. C'est un parcours inquiétant pour l'instant. Je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer, quoi. Oui, c'est très inquiétant et voilà. Ça va quand même un peu mieux, on a pris 3 points, on a une bouffée d'oxygène. Non, mais ça va. Mais c'est vrai qu'il y a Clermont qui arrive, là Fred est en train de préparer le calendrier des futures équipes dans le même panier qu'Angesco. Et c'est vrai que bien malin qui sera l'équipe qui va accompagner les 2 autres équipes qui devraient descendre. C'est Amiens. Je prends pas d'être qu'on les a Amiens, Boulogne un petit peu plus, mais je pense que Boulogne est également condamné. Surtout qu'il y a quand même des équipes qui sont devant, qui ont du potentiel. Enfin, c'est vrai que Le Havre a une situation, moi je trouve assez inexplicable parce qu'il y a quand même de la qualité. Devant avec Folou et Mendes, voilà. Mendes quand même c'est plutôt fort. Et il y a quand même des joueurs d'expérience en plus qui sont rodés à la Ligue 2, voire certains Ligue 1. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment étonnant de voir Le Havre à ce niveau-là. Et surtout, ils n'arrivent pas à redécoller. Derrière, je pense que Metz qui a commencé à reprendre des points, c'est peut-être inquiétant si Metz retrouve une dynamique. Le Mans, on peut supposer aussi, là ils ont été gagnés à Lens, enfin franchement c'est vraiment étonnant. Et est-ce que le SCO est le plus armé alors que là on fait jouer les jeunes, est-ce qu'ils ont l'expérience pour réussir? Alors messieurs, le SCO l'emporte face à Châteauroux 2-0, donc grâce à un but de David de Freitas et grâce à un but de Martin Fall. On va en fin de journée de championnat, on a vu que Le Havre avait perdu, on a vu que Arles-Avignon, malheureusement pour nous, avait égalisé à la toute dernière minute face à Tours. On a vu que Boulogne a arraché le match nul. On a vu que Amiens a fait quoi ce week-end? Amiens a fait match nul également. Amiens match nul contre voilà. Metz. Et Le Mans l'a emporté. Ça, c'est la mauvaise affaire pour Angesco. La soirée aurait été parfaite si Le Mans avait ne serait-ce fait juste match nul ou perdu à Lens.
Et là, Le Mans l'a emporté. Et donc on va parler du calendrier à venir avec Fred. Le SCO en tout cas se déplace à Clermont. Clermont fait moins peur qu'en début de saison. Oui. Après on aura dans la même journée on aura Le Mans qui reçoit Amiens. Donc ça c'est 3 points assurés normalement. Quasi. On a un Metz-Monaco et on a un Tours-Lens. Donc pour les équipes qui sont voilà, donc on peut autant dire que là Le Mans risque de nous passer devant. On risque, si le SCO perd à Clermont et si Le Mans respecte la logique, Ludo, de s'imposer face à Amiens ce week-end, on risque, samedi matin prochain, être 18e. N'ayons pas peur des mots. Ouais, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas oublier que Clermont, depuis que Rivière est blessé, tout à fait. Clermont, il n'y a plus grand-chose, quoi. Il n'y a plus grand-chose, mais ils sont encore 3-4e quand même. C'est vrai qu'ils gagnent beaucoup moins qu'avant, mais il y a quand même encore des joueurs comme Alessandrini, des talents. C'est vrai qu'effectivement, notamment Romain Alessandrini est un joueur qui était demandé par les plus voilà, des clubs de Ligue 1 comme Nice. Qui, à mes yeux, n'a pas sa place en Ligue 2, devrait jouer au-dessus. Mais par contre, ça risque quand même d'être compliqué pour Clermont d'arriver à monter parce que ça manque... Mais même si une équipe qui jouera peut-être, ils jouent encore la montée, c'est vrai que 3 est en train de les dépasser, mais ça reste quand même une équipe du top 5 qui va recevoir à Gabriel Montpied une équipe angevine qui voyage très mal. Ouais, mais 8 points pris seulement quand même sur les 27 derniers possibles. Tout à fait. C'est vrai que Clermont va vraiment pas bien. Mais Nico, le SCO quand même, faut mieux recevoir Amiens que d'aller à Clermont. Ah mais les deux vont pas bien, je pense. Clairement, il y a ce match à Sedan là, où on fait un bon match nul alors que Sedan était prétendant à la montée, donc finalement c'est un mal pour Amiens. On verra vendredi soir. Le mot de la fin pour Romain et après on passe en deuxième mi-temps de l'équipe lyonnaise avec tous les autres sports comme le cyclisme, le basket et le tennis de table. Comme d'habitude, la petite partie statistique. Donc sur les 7 dernières confrontations entre le SCO et Clermont, entre Clermont et le SCO, plutôt c'est 3 défaites angevines, 3 nuls et une seule victoire du SCO d'Angers. On s'est imposé notamment l'année dernière, la saison passée à Clermont, 2-1 grâce notamment à Doré et Hénin. Ludo l'a répété tout à l'heure, Clermont c'est une seule victoire sur les 9 dernières rencontres. Et évidemment, c'est l'effet Jean-François Rivière. Pour être le plus complet possible, Fred voulait apporter une précision sur le calendrier des mal classés. On finira là-dessus parce qu'on est un petit peu hors délai quand même. Il y a des autres sports qui attendent. Non, c'était juste pour dire qu'après on avait un SCO Le Mans qui allait être crucial. Dans un même temps, on avait le Lens-Metz et Monaco-Le Havre. Donc je pense que si le SCO battait Le Mans, il pourrait avoir une grosse bouffée d'oxygène parce que je pense pas que les autres équipes gagnent tout. Après, on avait un déplacement à Metz. Et dans le même temps, il y avait Le Havre qui rencontrait Reims, donc ça à mon avis, ça va être dur pour Le Havre. Et un Le Mans-Laval, le derby. Donc là aussi, ça risque d'être chaud. Et après, on finira sur un SCO Nantes. En même temps, Metz recevra Bastia, donc autant dire que c'est perdu pour eux. Et il y aura un très gros Lens-Le Havre qui vaudra son pesant de cacahuètes, comme on dit. Et un Guingamp-Le Mans. Donc ça va être que des matchs chauds. Et ce qui est intéressant pour le SCO, c'est qu'en cas de victoire à chaque match, c'est des équipes qui s'affrontent les unes entre les autres. On a des Lens-Metz, on a des Le Mans-Laval, donc c'est là qu'il faudra gagner des points. On a de quoi débattre les prochaines semaines et les prochains lundis dans l'équipe du lundi que vous pouvez retrouver tous les lundis de 19h à 20h sur Radio G 101.5 FM et sur le site de la radio www.radio-g.org et également sur la page Facebook de l'émission et sur la page Twitter, vous rejoignez la communauté l'équipe du lundi.